J'ai une question. Qui fait la relation entre le Salon du Livre à Francfort et le Festival de la Pop Culture à Paris? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc, mais surtout celles et ceux qui les dirigent. Je vais laisser notre invité répondre à la question. La relation, en fait, c'est Jessie, c'est ELS. Alors, Jessie, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. ELS, le transporteur officiel de vos expositions. Peux-tu nous expliquer déjà pourquoi officiel, exposition, 80 sites d'exposition dans le monde entier? Parle-nous un peu de ton activité. 86 sites. 86. C'est pas 86 expositions, il y a évidemment beaucoup plus d'expositions que ça. S'il n'y a que 80 salons, ça se saurait, surtout dans le monde. Non, c'est 86 sites, 90 maintenant certainement, 90 D'accord, sites. exposition, événementiel? Événementiel, salon, principalement, événementiel, principalement de la littérature. Parce que, comme ça, en fait, c'est arrivé comme ça, on a fait des rencontres clients et ça s'est réorienté très facilement sur la littérature. Un milieu que j'aime beaucoup de toute façon, donc forcément ça aide. Et voilà, donc 90 sites dans le monde, c'est pas 90 salons, c'est des centaines de salons. Alors, tu m'as laissé entendre tout à l'heure que tu ne fais pas finalement que les expositions, tu fais l'événementiel, tu fais les décors de cinéma. Comment peut-on passer de l'un à l'autre entre la littérature, le cinéma, l'événementiel? Techniquement, c'est la même chose quand même. C'est quand même très souvent la même chose. Un décor de cinéma, c'est pas comme des bouquins. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est quand même des droits, souvent ce sont des droits de littérature qui sont vendus à l'entreprise cinématographique pour créer un film, en fait. Très souvent, on part de ça. Donc, certes, il y a des nouveaux films, il y a des scénarios standards qui sont faits, mais il y a beaucoup de films qui sont adaptés de romans, déjà. Donc le lien entre le cinéma et la littérature, il existe, il est présent. Et ensuite, nous, on est vraiment dans la logistique événementielle. On ne fait pas un transport standard, on fait des choses très spécifiques. Donc de livraison, effectivement, quand c'est du salon du livre, des livraisons sur stand pour le client, pardon. Et en fait, c'est la même façon pour le cinéma. C'est exactement la même chose. C'est qu'il y a des choses à livrer à un instant T, très précis. C'est à la minute. C'est quand on dit il faut livrer tel décor à tel endroit à 9h30, il faut livrer à 9h30. C'est pas à 9h20 parce qu'il n'y a pas la place, le camion ne peut pas accéder. Et c'est pas à 9h35 parce que le tournage doit déjà être mis en place pour filmer. Donc non, tout est dans la précision du travail en fait. Et dans le transport, parce que quand tu nous dis 86 sites d'exposition dans le monde, donc en fait... Tu utilises le bateau, le camion, l'avion. Ouais. Avec Frédéric Floch, déjà, on avait découvert un univers un peu spécial. Mais alors avec toi, c'est pareil finalement. C'est pareil. C'est exactement comme Frédéric Floch. Lui, il est effectivement dans l'œuvre d'art. Moi, je vais être plus donc, dans le décor de cinéma ou dans l'événementiel, donc sur les salons, les livraisons de stands, entre autres. Mais techniquement, c'est le même principe. C'est la même logistique complexe à mettre en place et qu'il faut suivre à la minute près. C'est effectivement quand on livre, alors quand on livre évidemment dans d'autres pays proches, l'Union européenne ou autre, on s'en sort à peu près bien avec notamment juste un transport camion, un transport terrestre, ça va, c'est relativement simple. Mais par contre après voilà, quand il y a des envois à faire, alors pour les États-Unis par exemple, qui vont être sous douane, avec des règles très spécifiques, des propriétés spécifiques, on ne peut pas envoyer tout et n'importe quoi. Si on va dans l'extrême, on a la Chine par exemple, où là on est vraiment dans un pays qui est de base fermé. Tu as envoyé des livres dernièrement à Pékin, puisque le salon du livre malheureusement à Pékin a été annulé. Néanmoins... C'est ça, on travaille en fait pour le Bureau international de l'édition française, donc qui est une association qui s'occupe de représenter la littérature française à travers le monde. Pardon. Et donc on travaille avec eux, on est un partenaire avec eux, et là en l'occurrence, comme tu disais, le salon a été annulé malheureusement cette année. Et malgré tout, ils ont décidé d'envoyer des livres, des exemplaires à l'Institut français qui est en place donc, à Pékin. Donc voilà, donc on a fait les envois. Donc là c'est parti par avion. Qu'il a fallu séparer en plusieurs palettes, etc. Parce qu'il faut des listings très précis sur la Chine, puisqu'il y a une censure assez forte. Donc on ne peut pas envoyer n'importe quoi non plus. Mais alors, les décors, tu les suis ? Souvent.
Donc, souvent. bateau, avion. Ouais. Alors, Donc, tu fais de beaux voyages. moi, fan d'avion, oui. Fan d'avion. Principalement. Oui, les bateaux, on ne suit pas. Oui, tu préfères prendre Bateau. l'avion, Bah, arriver avant tes décors. c'est qu'en fait, quand il n'y a pas de délai, quand on n'est pas dans l'urgence, il n'y a pas un impératif spécifique, ça part en maritime parce que bah, ça coûte moins cher, mais c'est aussi beaucoup plus long. Sur un Paris-Pékin, par exemple, enfin un Paris-Pékin, du client à Pékin, en bateau, il faut compter au minimum 3 semaines. Oui, donc Alors qu'en avion, c'est tu 24 heures. bénéficies pas d'une croisière de 3 semaines Non, non, avant. et puis là, c'est des cargos, enfin, c'est des bateaux containers, c'est pas du tout, c'est pas Costa Croisière, hein, D'accord. je te rassure tout de suite. Mais alors, comment peut-on tomber dans une activité comme celle-là? Tu disais, oui, j'adore la littérature, c'est ce qui a fait le pont. Donc, c'est parce que tu es né avec un livre à la main que tu t'es dit, tiens, un jour, je ferai ce genre d'activité? Pas du tout. Moi, je viens même pas du tout de ce milieu-là, du tout, en fait. Pas du tout. Alors oui, j'ai toujours aimé la littérature, j'ai eu un parcours assez atypique en tant que personne. J'ai fait effectivement mon lycée, j'ai fait du A3 théâtre pour finalement faire un bac S, on ne sait pas pourquoi. Donc tu vois, j'ai vraiment zappé du A3 au bac S. J'ai fait ensuite un BTS tourisme, donc rien à voir. Et après, je suis parti vivre en Angleterre, après je suis parti vivre aux États-Unis et je me suis lancé dans l'informatique. Ah, d'où le surnom Jessie et Le pas Jessie. JC, d'accord. Voilà, le Jessie, puisqu'en américain, JC, c'est Jessie. Et aux États-Unis ou en Angleterre, hein, les deux, c'était très compliqué. Quand je disais JC, les gens ne comprennent pas. Et donc c'est toujours resté les deux lettres. Pourquoi on dit les Jessie. États-Unis dans ton parcours? Alors ça, accident de parcours, on va dire peut-être. Je Accident? sais pas. Oui, mais en fait, la première fois que je suis aux États-Unis, j'avais 17 ans. C'était avec le comité d'entreprise de ma mère. C'était le voyage scolaire, enfin pas le voyage scolaire, le voyage des enfants, Oui. les voyages de voilà. Et je suis juste tombé amoureux de ce pays. Et je me suis toujours dit que j'irais, que j'y vivrais, et que voilà, je rêve encore aujourd'hui d'arriver à y vivre. Donc j'ai eu la chance, l'opportunité en tout cas d'y vivre déjà. J'y ai passé plus d'1 an. Maintenant j'ai mon passeport, j'ai mon visa. J'ai pas le passeport américain, malheureusement pas encore. Mais j'ai en tout cas mon visa qui me permet d'y aller quand je veux et d'y rester autant que je veux. Mais bon, j'ai quand même aussi une vie en France, etc. Donc, voilà. Donc je te dis, après tout ça, je suis revenu en France pour retrouver ma famille et autres. Et en fait, moi, je faisais de l'informatique au départ. Et dans l'informatique, Donc de l'informatique, tu es Ouais. passé dans l'événementiel, l'exposition et les décors de cinéma. Voilà, ingénieur informatique Microsoft. Et puis bah, j'ai travaillé un peu sur le parc. Et j'ai rencontré, comme ça, par de la publicité, ELS. Donc c'est une rencontre, C'est ça. c'est tout à fait un Un hasard. Un hasard. pur hasard. Ils Le m'ont hasard fait demandé, bien les choses, finalement. voilà, ils m'ont juste demandé de gérer leur réseau informatique. Donc je suis venu, on a changé tout le Non, câble. tu es rentré Je suis dans rentré la chez ELS société en informatique, en tant qu'informaticien. à mon compte. Enfin, moi j'ai Oui. mes entreprises, donc oui, pas du tout ELS. Et là, tu as été contaminé. Et en fait, oui, bah, je me suis très bien entendu avec les patrons. Et puis il y a eu ce fameux salon du livre de Londres. D'ailleurs, c'était le premier, c'était celui-là, c'était le salon du livre de Londres, où ils avaient quelques petits soucis techniques sur place. C'était un peu compliqué. Et comme je parle évidemment couramment anglais, le patron m'a demandé, Walter et Jean-François m'ont demandé si ils pouvaient me payer comme si j'étais informaticien, mais pour aller sur ce salon à Londres pour s'assurer que tout se passe bien. Ce que j'ai fait avec grand plaisir et voilà. Et c'est là que je suis tombé amoureux du truc. Là, tu as commencé à Ouais. tomber dedans. C'est là que j'ai rencontré voilà, Et plein alors, de qu'est-ce gens. qui a fait que tu as repris l'entreprise? Parce que tu as repris l'entreprise il y a pas très Il y a longtemps. très peu de temps, ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a fait... Quel a été l'élément déclencheur pour dire, allez, ok, maintenant, c'est moi qui m'y colle, c'est moi qui prends les responsabilités? Bah parce que je suis rentré comme ça par accident dans cette entreprise. J'ai rencontré des gens Non, ne absolument nous fais pas extraordinaires. croire que c'est par accident Non, que enfin tu par as accident. repris. Enfin, non, pas du tout. Non, je suis D'accord. rentré par accident dans cette entreprise. J'ai adoré. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup le contact humain. J'aime beaucoup. La littérature reste quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime qu'on me fasse voyager à travers les livres. Voilà, j'ai besoin de ça de toute façon. Et du coup, d'avoir toutes ces relations, tous ces clients, moi j'ai adoré. J'ai juste adoré. Et puis, bah, le temps passe, malgré tout, hein, pour tout le monde, y compris moi. Et puis, bah, l'entreprise, les deux patrons actuels commencent à avoir un peu d'âge aussi, aimeraient partir à la retraite. Et ils m'ont proposé, vu que j'avais cette relation où j'ai géré ELS depuis quelques années quand même, où ça se passe bien, où ils se sont dit, mais on ne veut pas que ça s'arrête. Donc, les clients te connaissent, c'est toi qui gères depuis relativement longtemps de façon tout à fait autonome. Voilà, on m'a jamais rien demandé, ELS m'a rien demandé.
En fait, j'avais carte blanche tout le Donc temps. pour toi, en fait, il n'y a pas de différence. Non, du tout. Tu sens pas la Ah, il transition. n'y en a pas. Il y en a pas. Enfin, maintenant, ceci dit, c'est toi qui endosses les risques, C'est voilà. Donc qui endosses les responsabilités. Donc, déjà, est-ce que tu sens une différence ou comment maintenant tu gères ce stress supplémentaire? Bah, j'ai pas de stress supplémentaire parce que techniquement, même si je n'avais pas, on va dire, la signature en bas de page ou enfin, le truc typiquement officiel, ELS, comme je disais, moi, Walter et Jean-François m'ont toujours dit, enfin, je posais même pas la question. Si j'allais voir Jean-François en disant je voudrais un nouvel ordinateur ou je voudrais embaucher quelqu'un, limite, il m'envoyait bouler, quoi, en disant mais Jessie, tu te démerdes. Voilà, j'ai toujours géré techniquement. D'accord. Donc pour toi, tu sens pas la différence en Non, fait? non. Et puis j'ai toujours eu des entreprises. Depuis que j'ai 20 ans, je suis à mon compte. J'en suis à 3 ou 4 entreprises. Donc, D'accord. Ne nous dis pas que bientôt tu vas changer, tu vas en monter une autre. si, j'en ai créé une autre justement pour ELS. J'en ai créé une autre, oui. D'accord. Comment tu vois évoluer ton métier sur les années à venir? Parce qu'on parle beaucoup digitalisation, hologramme, etc. Peut-être que demain, les décors, on n'aura plus besoin de toi. Ah si. Ce sera une image. Alors, j'espère que tu as tort. Mais en tout cas, je pense pas. En tout cas, parce que sur certains films pour lesquels on a travaillé, qui sont pourtant des films très high-tech, on va dire, qui ont utilisé beaucoup les technologies aussi bien de qualité vidéo que de son, il y a quand même une technique qui est utilisée. On ne fait pas vivre avec rien, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose. Donc il y a des personnages qui sont bourrés de capteurs, il y a des choses effectivement qui coûtent très cher et autres, mais qui sont présentes. On peut pas faire un film avec le fond vert, c'est bien, mais c'est ponctuel. Tu vois, ça fait pas un film. Ça fait pas un film. Oui, en plus, ça met pas trop les acteurs dedans. Non, et puis quand on est comme ça à travers le monde, comment on fait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie privée? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, je commence à être indiscrète. Non, je les tu peux l'être. C'est-à-dire que voilà, en fait, après c'est un choix personnel aussi, parce que je me suis investi dans beaucoup de choses, dans plusieurs entreprises, mais la vie perso, il y en a plus. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc j'essaye de rester proche de mes enfants, de m'en occuper au maximum. T'essayes. J'essaye, oui, parce que je montre que je suis présent, que je peux répondre à toutes leurs demandes. Et quand je dis j'essaye, c'est forcément je réponds. Quoi qu'il se passe, je suis là. Maintenant, la vie de famille, il n'y en a plus. Il faut être honnête, il n'y en a plus. Parce que justement, à droite, à gauche, telle organisation, telle... Ça reviendra peut-être dans quelques années, mais pour l'instant... Donc pour l'instant, tu as mis ta vie privée un peu entre parenthèses. Je t'avais demandé de rapporter un objet qui t'était cher ou qui représentait ton entreprise. Donc tu es venu avec ce livre. Pourquoi ce livre? C'est ma muse, comme on dit peut-être, c'est ma chouchoute. C'est quelqu'un qui est absolument Est-ce que tu peux le montrer à la régie? Donc voilà, donc Amélie Nothomb. Voilà, je n'ai pris un au hasard, mais je les aime tous. Prénoms, c'est pas son livre, enfin le livre que je préfère d'Amélie Nothomb, mais bon. Oui, mais parce que je ne l'ai pas ramené, je les ai tous. Tu les as tous. Absolument lequel tous. tu préfères justement? J'aime énormément Acide sulfurique. Voilà. Énormément Acide sulfurique, qui est vraiment une satire de ce qui se passe actuellement à la télévision, justement. Il y a Mercure qui est absolument magnifique, qui est complètement ailleurs, mais qui est magnifique. Voilà, donc on est bien d'accord. Et pourquoi c'est ta muse? Pareil, par accident, par hasard, pareil, sur un salon, évidemment je travaille pour, en l'occurrence, Albin Michel. J'ai fait la rencontre de Hugues, qui est le responsable des stands chez Albin Michel, donc sur l'île de Paris, qui est un homme absolument génial, qui est super sympa. Et je travaille avec lui, donc voilà, et puis on a parlé de ça, puis il m'a offert un livre d'Amélie Nothomb. Et j'ai lu Amélie Nothomb et je suis tombé amoureux, donc à l'époque c'était Mercure, donc tu vois, ça remonte à quand même quelques années, mais bon. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était génial, donc elle sort au minimum un livre par an, si ce n'est 2. Donc évidemment, je les ai tous, je les lis tous, je les dévore. Il y en a qui sont plus ou moins faciles ou plus ou moins longs à lire. Donc tu as le temps de lire, ça fait partie de tes hobbies, de tes loisirs, la lecture? Oui. Ça permet de dormir. Et pourquoi pas des films alors dans ces cas-là? Le film, c'est encore autre chose. Les films, c'est plutôt que je me mets au lit, je mets la télé, j'ai une série qui tourne, n'importe quoi, bon, je m'endors au bout de 2 secondes. D'accord. Mais j'ai un fond sonore, ça c'est pour dormir. Mais pour trouver le sommeil ou pour s'apaiser l'esprit,
La littérature reste le remède miracle. Bon, alors moi je sais que tu as un autre remède, ce sont les concerts de Mylène Farmer, mais on ne va pas s'étendre sur le sujet. Mais ça ne fait pas dormir, attention. Ah, ça te fait pas Ah dormir? non, pas du tout. Donc en fait, tu lis, ça ne te fait pas dormir, Si, tu regardes un film, non, tu t'endors. Lire, ça transporte. D'accord. Voilà, ça permet, quand tu as eu une mauvaise journée qui t'est arrivée, tu as eu, je sais pas moi, tu as tout l'administratif français, le trésor public, tu as une journée, tu en as ras-le-bol, tu as la tête mais explosée, et tu lis et tu pars dans un univers qui n'est absolument plus le tien, qui est le sien, qui est celui de je ne sais qui. Et tu pars, voilà, tu as Maxime Chatham qui est extraordinaire aussi, et tu pars dans leur monde, et ils t'emmènent dans leur monde. Donc là, tu te vides l'esprit, tu te sens mieux. Ça, c'est la zénitude. C'est pareil? Le film, ça te transporte? Le film, c'est plutôt un fond sonore. D'accord. C'est plutôt pour dormir, justement, je le mets, mais je m'endors au bout de 2 secondes. Hein, le générique n'a pas fini le début que je dors. Donc pour toi, les films, c'est soporifique. Voilà. Oui. Ça équivaut. Ouais, principalement. Bon, sauf petit cachet qu'on prend le soir pour s'endormir. C'est ça. Et la musique? La musique, non. La musique, c'est plutôt le Red Bull. Là, je sais pas. La musique, ça te colle au plafond. Voilà. T'es un peu déprimé ou autre. Tu fais un petit coup de Red Bull. La musique, la musique, je suis passionné. Je suis vraiment fondamentalement. Donc je veux un son parfait, je ne travaille que en Atmos, je fais tout dans une qualité de fou. Mais tu as déjà fait des décors justement de concerts comme ça? Malheureusement non. Non? Ah, c'est malheureusement pas encore. Ah oui, c'est mon grand rêve. rêve, c'est mon grand rêve. Si on arrivait un jour à faire ça, oui. Quel est ton moteur? Parce que bon, c'est quand même une vie assez trépidante, on va dire, assez mouvementée. Quel est ton moteur? Tu dis Red Bull, bon, alors tu mets la musique pour avoir l'effet Red Bull, c'est l'excitation des voyages, des décors, de ce qui... Les gens. Juste les gens. Pour Amélie Nothomb, par exemple, je me rappelle très bien, c'était il y a 2 ans ou 3 ans que la France était l'invité d'honneur au Salon du Livre de Francfort. Il y a Angela Merkel qui est venue, il y a eu Macron d'ailleurs, je crois que c'est Macron qui était passé, je ne sais plus, enfin bon bref. C'était un peu compliqué d'ailleurs, donc on a géré cette logistique. Et Amélie Nothomb, évidemment, était invitée, elle est venue. Et c'était extraordinaire de voir la personne d'Albin Michel qui vient me voir, qui me dit, JC, on est un peu dans la... parce que Amélie Nothomb est là et ils avaient oublié du champagne. Amélie Nothomb ne boit que du champagne. Ah, ne boit que du champagne, voilà. Donc un petit secret. Et il a fallu que je trouve une bouteille de champagne. Donc je suis allé voir un autre de mes clients avec qui je travaille. Je savais qu'ils avaient du champagne en disant, tiens, est-ce que ça ne vous dérange pas? Je vous pique une bouteille de champagne, c'est pour Amélie. Donc voilà. Tu as eu l'occasion d'échanger avec elle? Oui. C'est une aussi belle personne que ce que l'on sent dans ses livres? Je dirais qu'elle est mieux. Extraordinaire. Je dirais qu'elle est mieux parce qu'elle m'a toujours... alors, je l'ai rencontrée 2 fois. La première fois, c'était au Livre de Paris, où Hugues, justement, comme je disais tout à l'heure, d'Albin Michel, m'a dit viens, je vais te la présenter. Voilà. Il y avait une queue pas possible, c'était génial. Et en fait, on est arrivé. Et je suis arrivé, elle a toujours ses magnifiques chapeaux, elle a ses voiles, elle a des choses comme ça. Je suis arrivé, sur le coup, elle me regarde, elle me dit, mais vous êtes qui? Puisque finalement, on me faisait passer devant tout le monde. Et je lui dis, non, je ne voulais pas vous déranger, c'est Hugues qui m'a dit, ah, vous êtes un ami de Hugues? Je dis, oui. Elle me dit, les amis de Hugues sont mes amis. Et là, elle retire le voile, vous fait la bise, et c'est une autre personne. Donc, tu es tombé encore plus amoureux d'elle? Oui. Ouais. Oui. Et puis après, il y a eu, quelques années plus tard, mon fils qui passait son bac de français. Et j'avais vraiment du mal à le booster. Et il est tombé sur un texte... En fait, moi, j'ai contacté Amélie. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas comment. Et elle a aidé ton fils Hugues, sur toute la... Ouais. Wow. Et un jour, j'ai un appel sur mon portable, un numéro masqué. Je décroche et carrément, je décroche. Et puis, elle me dit, bonjour, c'est Amélie. Je dis, mais Amélie, c'est ça. Et puis là, tu es un peu dans le genre, fous-toi de ma gueule. C'est un peu ça. Et elle me dit, non, je te jure, c'est Amélie, je t'appelle. Tu en as parlé à Hugues. Pour ton fils, avec son bac français, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et elle lui a envoyé un colis, enfin un carton avec plusieurs de ses livres que lui n'avait pas encore lu. Il avait lu quelques autres livres. Elle m'avait demandé qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que lui n'avait pas. Et elle lui a envoyé 2 feuilles A4 recto verso manuscrites. Et tous les livres étaient dédicacés et ça l'a... Pareil, il a reçu ça, mais il était... Donc il s'est mis à la lecture? Direct. Ah bah il a tout lu, il a fait son bac tranquille. Je vais juste te demander... S'il te plaît, une petite anecdote croustillante sur des décors, sur une expo, sans révéler forcément de nom. Hein. On a essayé avec Frédéric Floch, mais on n'y est pas arrivé. Un truc croustillant. Allez, l'histoire la plus rigolote, ou qui t'a fait le plus peur sur le coup?
Est-ce que ça peut être les deux? Est-ce que ça peut faire Oh, très oui. peur tout en Oui, étant peur, très et puis valorisant? après, une histoire que tu travailles pendant des Bah, années, qui te suit, qui te colle. Qui reste, oui, bah, c'était avec Casterman et Besson sur le film Valérian et la Cité des Mille Planètes, puisque c'était à Porte de la Villette, c'était le salon pas le salon du manga, je sais plus lequel, le salon à Porte de Villette, peut-être salon du manga, je me rappelle plus. Et il y avait donc ces fameuses statues qui avaient servi au tournage de Valérian, qui étaient utilisées, qui étaient mises en démonstration sur le stand de Casterman, qui est l'éditeur qui a fait ces livres-là, enfin qui a édité ces livres-là. Ne dis pas que tu as renversé une statue. Non, pas du tout, mais en fait, Luc Besson voulait absolument qu'il y ait des gens de la sécurité, les siens, de sa sécurité à lui, qui protègent ces statues la nuit. Et la Villette ne voulait pas, puisque la Villette a son propre service de sécurité. Et en fait, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, JC, est-ce que tu peux garder les statues? Et c'est toi qui as gardé les statues? Et je me suis retrouvé l'après-midi même, alors déjà scotché, parce que je me dis, mais pourquoi on me ferait plus confiance à moi plutôt qu'à un système de sécurité de la Villette? Et en fait, c'est que dans le principe, Luc et Virginie Besson, on va dire qu'ils n'aiment pas trop qu'on leur dise non plus. C'est eux qui doivent décider qui doit faire quoi. Et puis, je me suis retrouvé l'après-midi à aller à Et t'as pas eu peur Boulanger. qu'on te pique une statue? J'ai dormi dans l'entrepôt. Je suis allé chez Boulanger l'après-midi, j'ai acheté des caméras IP que j'ai programmées. J'ai eu Virginie qui à l'époque en plus était à Los Angeles. Ah, parce que tu as vraiment pris ce rôle de sécurité. Il y avait vraiment un risque pour piquer les statues? C'est que chaque statue Oui. au bas mot est à 50 000 €. Ah oui, il y en a d'accord, 4. oui, Tu vois. Et puis on te dit, est-ce que tu peux gérer ça? Donc c'est à la fois très valorisant. Tu te dis, mince, belle confiance, tu vois, c'est sympa. Mais d'un autre côté, tu peux pas te rater. C'est le genre de choses, tu te rates pas. Et donc je leur avais envoyé les adresses IP, les caméras. Et comme ça, vous voyez, c'était enfermé dans le camion. Je dormais dans l'entrepôt. D'accord. Ça, c'était très drôle, très très drôle. Écoute, Jessie, merci de nous avoir amenés dans ton univers. J'ai juste une petite chose à te demander, c'est de tirer une question, tu vois, là, dans la verrine. En fait, ce sont des questions que les personnes se posent sur les dirigeants. Oh là. Parce que les Il y a des pièges dirigeants, ou pas? non. Attends. Alors, non, c'en est une. s'il y a un piège, c'est pas moi. C'est pas moi. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est tous les mêmes? Ah non, non, non. Et puis d'ailleurs, une fois que tu auras répondu, tu mets la question de côté pour être sûr, tu vois, qu'il y en a qui ne copient pas pour la réponse. Alors vas-y, dis-moi, quelle question c'est? La question, c'est le petit déjeuner idéal pour toi. Ah oui, allez, vas-y. Alors, ça tombe très très mal, je ne déjeune pas. Tu ne déjeunes pas? Je ne petit déjeune pas, pardon. Tu petit déjeunes pas? Non, tu pars comme ça pas. le matin, Ouais, je peux pas. oh, même pas un café? Non. Un jus d'orange, un verre d'eau? Non, non. Alors qu'est-ce qui te réveille le matin comme ça? Moi, quand je me réveille, je me réveille. Il D'accord. n'y a pas de problème. Je me réveille, pop, je vais bosser, il n'y a pas de souci. Mais je ne déjeune pas, ça ne marche pas le matin. Je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. D'accord. Donc j'attends. Donc après, pendant les vacances, oui, on va dire, si c'est en repos ou autre, principalement aux États-Unis. Mais alors c'est parce que tu plutôt, travailles, c'est parce que c'est l'horaire qui fait que tu petit déjeunes pas et que le fait en vacances, non, tu il me faut plus 2 tard? heures en fait. Il me faut compter entre 2 et 3 heures entre le moment où je me lève, je me réveille, et le moment où je vais pouvoir avaler Donc en quelque fait, c'est chose. le temps que ton cerveau se réveille. Voilà, 10 et heures. que mon estomac, Jessie, surtout tu as l'estomac, faim, c'est tu as ça, faim. il faut que l'estomac se mette en marche et tout. Mais sinon, sinon, si effectivement au bout de 2 heures je veux un petit déjeuner, ce serait évidemment un petit déjeuner à l'américaine, à l'anglaise, avec des œufs brouillés, du bacon. Ah oui, toi tu passes de rien C'est ça, à tout. à tout, je sais pas, mais au salé, on va dire, salé. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Jessie. moi. Merci de nous avoir fait découvrir ton univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous suivre. Et que puis-je vous dire d'autre? Likez, partagez, commentez. Et puis je vous dis surtout à bientôt.